Je ne vous vois pas très bien, mais je vous entends, c'est l'essentiel. Voilà. D'abord, vraiment très heureuse d'être ici au Maroc. Chacun sait combien j'aime ce pays pour des tas de raisons. Et c'est toujours un bonheur d'y venir. J'y viens aujourd'hui dans un contexte un peu particulier, j'y reviendrai, celui évidemment de l'évolution démocratique encore en marche au Maroc et que nous espérons approfondie, et puis dans le cadre de l'élection présidentielle française où je viens passer au peuple marocain, mais aussi bien sûr aux Français, aux Franco-Marocains qui sont soit expatriés, soit résidents ici au Maroc, son message de candidat à la présidence de la République. Alors, comme cela a été dit, et je voudrais remercier Nicole Le Floch, qui est la secrétaire de la section ici à Casablanca, remercier tous les camarades qui ont permis que cette réunion ait lieu, et c'est effectivement formidable de vous voir aussi nombreux. J'y ai retrouvé d'ailleurs des amis. Et puis remercier aussi Christine Léger pour Rabat, et nous nous retrouverons lundi soir. Je voudrais vous dire que nous sommes très heureux d'être ici avec Jean-Christophe Cambadélis, qui s'occupe des relations internationales dans la direction du parti, avec Gilles Pargnot, dont la femme et la petite fille sont marocaines, et qui, en tant que député européen, porte beaucoup de projets que nous aimerions voir de manière plus globale entre l'Europe et la Méditerranée. Et puis, je dis un mot de Pouria Amirchaï, qui fait partie de cette jeune génération de la rénovation du Parti socialiste français, qui est jeune, mais qui a déjà une forte expérience en matière sociale, économique, internationale, et qui est chez nous l'homme des droits de l'homme. Et je peux vous dire qu'il a du caractère et qu'il ne laisse rien passer. Et je pense que c'était sans doute le meilleur candidat pour cette 9e circonscription, dont la communauté marocaine est la plus importante. Donc ici, je voulais dire combien Pouria est dans le Parti socialiste un peu l'image que nous voulons donner pour l'avenir, c'est-à-dire un parti qui n'oublie jamais ses valeurs, qui écoute, mais qui est quand même capable d'apporter des réponses et qui sait que la France n'a jamais été aussi grande et aussi belle que lorsqu'elle a défendu ses valeurs en son sein, mais les a portées en deçà de son territoire. Alors donc, je suis heureuse, vous l'avez compris, d'être avec vous. Cela a été rappelé, il y a environ 60 000 Français ou Franco-Marocains qui habitent ici au Maroc, qui travaillent, qui y vivent parfois depuis des dizaines d'années. Je sais combien vous êtes attachés au Maroc, je sais combien vous l'aimez, mais je sais aussi combien votre attachement et votre amour pour la France est là et combien vous suivez en parallèle, d'ailleurs, les évolutions qui se passent dans nos deux pays. J'allais dire un peu comme nous le faisons nous-mêmes, ceux qui avons une empathie particulière pour le peuple marocain. Je voudrais d'abord dire, avant de parler de la campagne électorale et du projet de François Hollande, je voudrais d'abord dire que venir ici au Maroc, pratiquement un an après le discours de Sa Majesté le 9 mars de l'année dernière, après que des peuples se soient mis en marche de manière extrêmement pacifique, et je crois qu'il faut saluer l'année 2011, qui a été l'année d'abord de la jeunesse tunisienne, de la jeunesse marocaine, libyenne, égyptienne, yéménite, qui ont montré que l'on pouvait essayer de faire bouger parfois des dictateurs, parfois des régimes qui ont besoin de poursuivre encore le développement démocratique pacifiquement, même si malheureusement les réponses qui leur ont été apportées ont souvent été violentes. Et je pense ce soir bien sûr au peuple syrien qu'on laisse massacrer, il faut bien le dire, parce qu'aujourd'hui, les règles internationales font qu'au Conseil de sécurité, 2 pays, et même un d'ailleurs, pourraient, comme c'est le cas aujourd'hui pour la Russie et la Chine, bloquer une intervention. On peut se demander jusqu'où ira Bachar el-Assad avant que l'on arrête cette tuerie, parce qu'il s'agit bien d'une tuerie, et pour des hommes et des femmes qui se sont levés pour demander là aussi plus de démocratie, plus de liberté et plus d'égalité. En arrivant au Maroc, mais j'y viens 2 à 3 fois par an, en général pour y retrouver des amis. Aujourd'hui, c'était plutôt pour y rencontrer des autorités. Ce sont parfois les mêmes, mais pas toujours, loin de là. J'ai évidemment, avec mes camarades qui m'accompagnaient, nous avons voulu voir où on en était sur l'évolution du processus démocratique,
La Constitution a été adoptée très fortement par les Marocains. Les élections se sont passées dans les conditions que l'on sait, donc dans des conditions démocratiques, en tout cas qui n'ont pas été contestées. Et aujourd'hui, le roi en a tiré toutes les conséquences en choisissant un Premier ministre qui a pu composer son gouvernement. Depuis ce matin, nous avons à nos principaux interlocuteurs, que ce soit le Premier ministre, les ministres que nous avons pu rencontrer, mais aussi le roi lui-même, s'interroger sur l'avancée du processus démocratique, sur l'indépendance de la justice, qui nous paraît un élément important, sur la parité qui est inscrite dans la Constitution, pour ne prendre que ces exemples, mais aussi, bien évidemment, pour l'ensemble du processus institutionnel, que ce soit le rôle du gouvernement, que ce soit la régionalisation, qui paraissent des éléments importants si l'on veut effectivement développer l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au développement économique dans toutes les régions du Maroc. Nous avons pu aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de nos propositions dans l'élection présidentielle française, nous avons pu aussi parler de l'évolution de la coopération franco-marocaine et au-delà de ce qui doit exister entre l'Europe d'un côté et la Méditerranée de l'autre. Ce sont donc des discussions intéressantes, constructives que nous avons eues, mais j'ai véritablement souhaité rencontrer d'abord, bien évidemment, nos amis de l'USFP qui, après ces élections, ont choisi de rester, après 13 ans au gouvernement, dans l'opposition et qui prépare, en tout cas je crois qu'il faut le souhaiter, une alternative possible en portant un nouveau projet pour le Maroc de développement économique, social, peut-être une autre union aussi avec l'Europe et une rénovation du parti. J'ai souhaité rencontrer, et j'étais très heureuse de le faire, beaucoup de jeunes qui ont participé au mouvement du 20 février, qu'ils appartiennent à un parti, l'USFP ou un autre, ou qu'ils aient été tout simplement dans ce mouvement, parce que j'ai voulu aussi leur dire notre admiration pour le courage qui a été le leur, mais aussi pour les formes de la contestation qu'ils ont mis en place. Et puis, à midi, parce que je crois qu'il est important de le défendre, j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup d'amis, des femmes marocaines dont chacun connaît à la fois le talent, la réussite, mais aussi le courage et la détermination. Je crois que le Maroc a besoin des femmes pour pouvoir poursuivre encore son développement et poursuivre son développement aussi démocratique. C'était l'occasion pour nous de parler de la mise en place de la parité qui n'a pas été à l'évidence totalement entendue au gouvernement, de parler aussi de l'évolution des droits des femmes et de constater une fois de plus, et ça c'est une leçon qu'on doit retenir du Maroc, qu'il y a ici beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs, mais de femmes particulièrement, qui ont des hautes responsabilités économiques, sociales, dans la recherche, dans l'enseignement, mais qui en même temps sont profondément intégrés dans la société civile, président des ONG, dirigent des ONG humanitaires sur l'enseignement, sur les droits des femmes, les droits des enfants, le problème de la misère, de la pauvreté, des enfants des rues, de l'éducation. Bref, là aussi, il est très important quand dans un pays, ceux qui ont eu la chance, de par leur naissance, de par leur réussite personnelle, d'arriver à un certain niveau, restent engagés dans la société. Je crois que c'est souvent ce qui manque parfois dans le nôtre. Voilà, donc je voudrais vous dire combien pour nous ce voyage, puisqu'on peut l'appeler ainsi, de 4 jours, est à la fois l'occasion de vous rencontrer, puisque nous sommes dans cette campagne, mais aussi de pouvoir rencontrer, comme nous le faisons, nos amis marocains, et de pouvoir aller lundi à la rencontre de jeunes qui réussissent à la technoparc de Casa, et aussi aller dans un quartier en difficulté où des fondations travaillent sur l'accueil des enfants des rues. Je dis cela parce que moi, je souhaite pouvoir revenir en France en donnant aux Marocains de France, aux Français d'origine marocaine, une belle image d'un pays où les hommes et les femmes n'ont pas les bras ballants, comme on voudrait parfois leur faire croire, où ils se battent pour l'avenir, où beaucoup de jeunes se battent pour l'avenir, où ces jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi expliquent pourquoi ils veulent effectivement
rester dans leur pays et y mettre leur talent à contribution pour pouvoir développer leur pays, et montrer aussi combien la société civile, le rôle des femmes est majeur dans le Maroc. D'où l'importance de l'ensemble de ces rencontres. Mais l'essentiel, c'est vous, ce soir, mais de manière plus générale, puisque nous sommes dans cette campagne présidentielle. Je le disais tout à l'heure, je n'aime pas critiquer mon pays. Bien évidemment, je le critique rarement, je critique parfois les dirigeants, mais je n'aime pas non plus beaucoup critiquer les dirigeants de mon pays quand je ne suis pas à l'intérieur des frontières. Là, je ne m'en prive pas, vous le savez, et vous avez dû m'entendre. Ceci dit, nous sommes en pleine campagne électorale et je suis ici face majoritairement à des Français, à des Franco-Marocains, à des citoyens qui vont pouvoir participer, qui doivent participer à ces élections du 22 avril et du 6 mai prochain. Aussi, j'essayerai, autant que faire se peut, de respecter la règle que je me suis toujours donnée, mais je suis quand même obligée de parler de l'état de la France là où elle est et du chemin que nous voulons prendre avec François Hollande pour retrouver finalement, je crois que vous comprendrez peut-être encore mieux ici ce que je veux dire, retrouver la France qu'on aime. C'est-à-dire un pays qui utilise ses atouts pour se redresser économiquement, un pays qui retrouve la justice qu'elle a véritablement perdue dans tellement de domaines, on va y revenir, et puis un pays dont la voix est attendue, en Europe bien sûr, mais aussi dans le monde, et que malheureusement aujourd'hui on entend parfois dans des discours que l'on préférerait oublier, et qui ne font pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et je dirais même qui font honte à notre pays. Dans cette campagne, vous le voyez, parce que je pense que vous suivez à la radio, à la télévision, dans les journaux, cette campagne, il est difficile d'avoir le même niveau de débat démocratique que nous avons eu lors de nos primaires citoyennes au sein du Parti socialiste. J'y ai pour ma part participé, comme vous le savez, et j'ai défendu avec ma force de conviction, mon enthousiasme, ce que je croyais bon pour la France. Je l'ai fait en allant jusqu'au bout des débats, car je pensais que ce serait véritablement une escroquerie presque, que d'aller à ces débats, de faire semblant de débattre, et puis de demander aux Français de gauche, aux sympathisants, de se déranger pour choisir notre candidat. Et je crois que nous avons bien fait, dans le fond, de montrer que dans notre parti, à l'intérieur de la gauche, nous aimons le débat. Nous n'avons rien fait pour blesser, nous avons tout fait pour accroître encore la qualité d'un projet que nous avons à montrer et à présenter aux Français. François Hollande a gagné ses primaires et dès le premier soir, je l'ai dit, je suis la première supportrice, la première militante et c'est ce que je fais tous les jours. Avec, alors ça en étonne certains, peut-être parce qu'ils oublient ce que c'est que la politique. La politique, c'est s'engager à un moment donné pour changer les choses. Et c'est cela qu'on doit se rappeler tous les matins quand on se lève. Eh bien, je fais cette campagne avec beaucoup de bonheur, je le dis, auprès de François Hollande, avec la même énergie et le même enthousiasme que je mettrais si c'était la mienne. Et je pense que c'est ce que font tous les militants du Parti socialiste aujourd'hui. C'est peut-être aussi ce qui nous donne une grande chance de victoire. En tout cas, c'était la condition nécessaire pour que cette victoire puisse avoir lieu. Nous n'avons pas, nous n'avons malheureusement pas la même qualité de débat que nous avons eu aux primaires avec nos adversaires et particulièrement le premier d'entre eux. Il est très difficile, vous le voyez à la télévision, de parler des vrais sujets, c'est-à-dire de parler à la France et aux Français de ce qui préoccupe les Français. Est-ce que la France peut se redresser alors que nous allons mal? Comment utiliser ses atouts? Comment retrouver la justice partout et l'égalité alors que tant d'inégalités ont été créées ces dernières années? Comment retrouver la place de la France dans le monde? C'est vraiment l'objectif de François Hollande. En face de nous, nous avons notamment le candidat sortant qui préfère, vous l'avez vu, d'abord beaucoup parler de lui-même, mais ça nous le savions, c'est une habitude, y compris de ce qu'il ferait s'il n'était pas élu. Ça, qu'il y aille. Nous lui souhaitons bonne chance après le 6 mai ailleurs. Ça,
Nous sommes ouverts, nous les socialistes, et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais beaucoup plus grave, il ne parle pas, il n'accepte pas de parler de son bilan, et à partir du moment où il n'accepte pas de parler de son bilan, il n'accepte pas de regarder quel est le chemin qui doit nous conduire ailleurs. Vous le savez, il a une personnalité assez particulière, puisque tout ce qui arrive en France est de la faute des autres. Bien sûr de la crise, alors que tous les instituts d'analyse ont montré que les déficits actuels financiers, mais les déficits aussi de croissance et d'emploi qui en sont la conséquence, sont dus pour moitié aux conséquences de la crise, c'est une évidence, mais pour moitié à la politique qui a été menée, et notamment aux cadeaux fiscaux qui ont pu être apportés aux plus privilégiés, aux grandes entreprises et au secteur bancaire. Ça, c'est un état de fait. Et puisqu'il aime tant l'Allemagne, je lui rappelle en permanence qu'en Allemagne, nous étions à 7% de chômage, comme chez nous avant la crise, avant 2008. L'Allemagne est aujourd'hui à 5%, nous sommes à 10%. Il y avait donc sans doute une autre politique possible, y compris face à la crise. Donc c'est la crise. Il dit aussi souvent que c'est la faute des autres pays. Des autres pays, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, qui vont mal, et que c'est pour ça que la France va mal, à cause d'un rythme de croissance qui est lié à ces pays. Il dit aussi toujours que c'est la faute de la gauche. Il remonte parfois très très loin. Bon, les 35 heures, ça on sait, mais parfois même jusqu'à Léon Blum, qui ne pensait pas qu'il serait encore responsable de quelque chose de négatif en 2012. Eh bien, pourtant, c'est le cas. Et puis, le principal responsable, c'est François Hollande, qui n'est pas encore élu, mais qui est déjà responsable de la situation dans laquelle nous sommes, si nous entendons le président de la République. Et puis, plus grave peut-être, parce que nous savons nous défendre, il cherche des boucs émissaires. Et ça, c'est la pire des choses. Le président sortant nous avait annoncé qu'il viendrait avec des idées neuves. Donc, plus de travailler plus pour gagner plus la France des propriétaires, plus la République irréprochable. Ça, tout le monde a compris que, de toute façon, ça n'avait pas été le cas. On attendait les idées neuves et finalement, on voit revenir les vieilles rengaines de la droite traditionnelle, c'est-à-dire quand ça ne va pas, on cherche les boucs émissaires. Alors, les boucs émissaires, c'est bien sûr les enseignants, c'est pour ça qu'il y a tant d'échecs scolaires. Il aime beaucoup ce discours sur les enseignants, les professeurs, comme si on pouvait redresser l'école contre les professeurs. Il aime beaucoup aussi attaquer les agents des services publics, les collectivités locales. Nous lui rappelons en permanence que nous ne pouvons pas être en déficit, que nous faisons 70% des investissements, mais quand même, c'est notre faute. Et puis, bien évidemment, l'essentiel dans ces boucs émissaires, ce sont les chômeurs qui sont responsables, bien sûr, du chômage, et il nous a expliqué qu'il voulait faire un référendum sur la radiation des chômeurs, préférant s'attaquer aux chômeurs qu'au chômage, qu'il n'a pas attaqué pendant 5 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà où nous en sommes. Et puis, la vieille des vieilles rengaines, c'est celle que nous avons ces dernières semaines, c'est de diviser les Français, et notamment les Français d'ici, les Français d'ailleurs, les Français, les étrangers, avec par exemple, ce débat hallucinant, je dirais même ridicule, sur la viande halal, qui, je dois dire, y compris ici et au plus haut niveau, aujourd'hui, chacun a pu dire, mais qu'est-ce qui vous prend, quoi. Les Français se le demandent aussi. J'étais à Denain, dans un quartier populaire, c'est une des villes les plus pauvres de France, il y a quelques jours, et une dame a dit très clairement, s'adressant aux journalistes, qui n'étaient pas responsables, mais qui parlaient de cela, mais nous, la viande halal, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Nos voisins musulmans mangent halal, nous on ne mange pas halal, je vais manger chez eux, ça a le même goût, a dit la dame, mais en revanche, on a le même problème. Nos enfants sont au chômage, ils ne savent pas quel est leur avenir. Parlons de cela. Et c'est vrai que c'est bien cela le sujet. Et je voudrais le dire, sans parler plus longuement du président sortant, je crois que le choix que nous avons fait avec François Hollande, qui est de placer le niveau de la campagne
ailleurs, de continuer à nous adresser à la France et aux Français, de ne pas rentrer dans ces provocations qui sont quand même assez pitoyables, il faut bien le dire, et là je ne cite pas les propos les plus extrêmes qui ont été ceux de M. Guéant, mais ça on est habitué, ou même du Premier ministre qui tout d'un coup s'est lâché, eh bien nous avons raison de ne pas rentrer sur ce terrain, de ne pas y répondre et de continuer à nous adresser aux Français pour leur montrer qu'il y a effectivement un chemin du redressement économique, social, moral de notre pays. Bref, de redresser aussi notre République qui en a pris quand même un sale coup, il faut bien le dire, ces 5 dernières années. Donc je voudrais vous dire en quelques mots, parce qu'évidemment, les 60 propositions que François Hollande a proposées, en expliquant d'ailleurs comment nous allons les financer, ces 60 propositions, vous les avez lues et vous les connaissez. Dire simplement l'essentiel. 3 priorités. Redresser notre pays, ramener la justice partout et redonner un poids à notre pays dans le monde. Redresser notre économie, dans le fond, c'est d'abord faire ce que les socialistes français demandent depuis 2008, depuis le début de la crise, faire que la finance repasse au service de l'économie, au service des particuliers et ne soit pas, comme c'est le cas aujourd'hui, le maître du monde. Comme vous, je pense, j'ai été choquée ces dernières années de voir comment, parce qu'il y avait une spéculation contre un pays, brutalement tous les dirigeants européens se réunissaient pour prendre des décisions parce que la politique semblait au pied des agences de notation. Et quand on a les convictions qui sont les nôtres, quand on est des républicains et quand on est des hommes et des femmes de gauche et quand on est aussi des Européens, on pense que le volontarisme en politique, c'est que ces hommes et ces femmes sont maîtres de leur destin et qu'on ne peut pas se mettre dans les mains, bien évidemment, de spéculateurs ou de financiers. Rien n'a été fait de ce que nous avons demandé, nous-mêmes. Et puis, peu à peu, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les partis sociaux-démocrates du Parti socialiste européen, nous l'avons demandé ensemble, séparer, par exemple, les activités de dépôt, les activités de spéculation des banques, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on spécule sur l'épargne des Français. Et si on veut s'amuser à spéculer sur des produits divers et variés, eh bien qu'on le fasse avec l'argent de la banque et non pas avec celui des Français. Rien n'a été fait non plus pour créer l'agence de notation européenne indépendante des milieux financiers qui n'existe pas aujourd'hui. Et vous savez que quand une agence aujourd'hui déclasse un pays, en général elle est liée à des banques. Et ce pays va devoir emprunter à un taux supérieur qui va rapporter de l'argent à ces banques. Vous n'avez d'ailleurs pas manqué de remarquer que les seuls qui vont bien actuellement, ce sont les grandes entreprises et les banques qui annoncent actuellement des résultats absolument extraordinaires, alors que les Français ont du mal à avoir un prêt, que les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se faire financer leurs investissements. Et puis, rien n'a été fait non plus pour donner les signes que nous voulons donner. C'est-à-dire que les revenus du capital, je pense aux stock options, aux bonus, stock options que nous voulons supprimer dans les grandes entreprises, garder dans les entreprises où les créateurs ont mis leur propre argent, eh bien, soit tout simplement payent les mêmes impôts que les salaires. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que cela ne soit pas le cas? Donc, un certain nombre de règles, je n'insiste pas, il y en a bien d'autres, qui permettraient à la finance d'être régulée, la régulation de la finance au service de l'économie, si on avait agi dès 2008, si on avait mis en place la taxe sur les transactions financières, qui ont été critiquées par les partis de droite pendant des années, mais ce principe a été voté grâce au Parti socialiste européen, au Parlement européen, et nous disons 0,05% sur les transactions financières, pas des particuliers bien évidemment, eh bien ça rapporte 120 milliards d'euros. Avec cela, on pourrait relancer la croissance économique, préparer l'avenir en Europe pour ne prendre que cet exemple. Donc, première priorité, remettre la finance au service de l'économie et des particuliers, ce qu'elle n'aurait jamais dû oublier de faire. Deuxième grande priorité pour François Hollande, pour nous tous, mettre en place une véritable politique industrielle. Aujourd'hui, à force de penser que l'État doit courir derrière les marchés, il n'y a plus de politique industrielle. Et je voudrais finalement peut-être vous dire, une politique industrielle pour nous, c'est une banque publique d'investissement régionalisée qui va aider les PME, qui dégote, si je puis dire, les secteurs d'avenir, qui les aide à travailler ensemble.
Et je pourrais vous donner un exemple qui nous intéresse dans l'actualité, c'est l'installation de Renault, ici au Maroc. Et nous, socialistes, nous avons eu une position qui me paraît conforme à nos valeurs. Dire d'abord, il y a deux positions qui paraissent être antinomiques. Tout d'abord, le Maroc qui veut se développer. Et le développement, bien sûr, passe par l'agriculture, j'y reviendrai, mais passe par l'industrie. Et se dire qu'un grand groupe français investit au Maroc pour y produire des voitures, pour le marché interne ou pour le reste de l'Afrique, c'est sans doute une bonne chose. Mais de l'autre, en France, l'autre idée, la plupart de nos grandes usines, je pense à Douai par exemple, ne savent pas quel va être leur avenir et se demandent finalement s'il s'agit d'une installation qui va produire pour les marchés autres que les marchés européens ou s'il s'agit d'une délocalisation d'activités françaises. Et d'où ce malaise. Et nous, nous disons, il y avait et il y a une autre façon de voir les choses ensemble, dans une coopération qui permettrait à la France d'avoir enfin une politique dans le domaine automobile, qui va des sous-traitants aux constructeurs automobiles, et qui nous permettent de réfléchir, par exemple avec le Maroc, sur le partage de la création de la valeur ajoutée, sur la façon d'avoir des multilocalisations où chacun y gagne. C'est ce que l'Allemagne a fait avec les anciens Länder de l'Est, et où finalement, eh bien, chacun y a gagné, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on demande au gouvernement ou à Carlos Ghosn, mais ces voitures low cost, comme vous les appelez, qui vont être produites au Maroc, et tant mieux pour l'emploi au Maroc, vont-elles revenir vers la France au détriment des emplois? Ou vont-elles, au contraire, consolider le groupe Renault, la recherche, l'investissement et partager entre nos amis marocains et nous-mêmes ces richesses complémentaires que l'on va pouvoir créer? La question n'a pas été abordée avant, donc elle est aujourd'hui reçue de manière négative par les Français, et il faut leur expliquer qu'il y a une autre façon de coopérer et de travailler ensemble. Voilà un des exemples de ce dont je voulais vous parler sur la politique industrielle. Politique industrielle, on pourrait dire beaucoup de choses. Nous savons que nous avons des secteurs d'avenir. Nous défendons le développement durable. Le développement durable que nous pourrions d'ailleurs développer dans une très belle coopération entre l'Europe et les Méditerranées. Encore faut-il que l'Europe ait une politique énergétique commune, et encore faut-il que nous la portions ensemble des deux côtés de la Méditerranée. Il y a ici des forces, des atouts considérables liés au soleil, liés à l'éolienne. Et avoir cette politique d'énergie commune serait véritablement un atout considérable, notamment si nous voulons aller vers une union entre guillemets, en tout cas une coopération forte entre l'Europe et la Méditerranée. Et là aussi, le développement durable que nous voulons doit passer par des changements dans les modes de production, de consommation en France, mais aussi dans d'autres partenariats sur la politique énergétique. Je voudrais aussi dire un mot sur l'agriculture. Et dans le fond, que le Maroc se garde de perdre son modèle traditionnel, c'est-à-dire une agriculture de proximité et de qualité. Nous devons revenir vers cette agriculture-là. D'abord parce que si nous voulons éviter le réchauffement climatique, on a peut-être intérêt à éviter de faire venir des fraises en plein hiver d'Afrique du Sud. Mais nous avons aussi besoin d'avoir un marché qui se complète. Donc réfléchissons ensemble à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire, à cette agriculture de proximité où nous avons des complémentarités, même si nous avons, il faut les regarder en face, des domaines dans lesquels nous sommes en concurrence. Je pense bien évidemment, par exemple, à l'accord qui vient d'être signé en matière agricole. Nous, socialistes, nous disons nous ne pouvons pas fermer nos marchés aux produits venant de l'extérieur, mais nous devons demander des réciprocités. Et nous devons regarder le niveau social, le niveau environnemental qui existe dans ces pays. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut que du jour au lendemain, les salaires au Maroc soient les mêmes que les salaires en France. Mais cela veut dire qu'on est capable d'avoir des règles de réciprocité, de réguler là aussi, de faire en sorte que la puissance publique régule le marché pour que chacun puisse là aussi trouver sa place. Donc, travailler ensemble, je donne les exemples qui touchent nos deux pays, mais en France comme dans la coopération, pour relancer notre économie. Relancer notre économie, c'est aussi remettre l'accent sur la recherche et sur l'éducation.
Vous le savez bien, la part de la recherche en France dans la croissance et dans la production intérieure brute est beaucoup plus faible, par exemple, qu'en Allemagne. Là aussi, je dis à M. Sarkozy qui ne parle, on a l'impression qu'il se présente pour être chancelier en Allemagne parfois, tellement il nous parle de l'Allemagne, mais toujours sur les choses qui ne nous plaisent pas, la baisse des salaires, la précarité, et nous lui disons, mais la formation professionnelle et la négociation sociale, et le fait qu'ils travaillent 150 heures de moins que nous par semaine, et le fait qu'ils ont fait du chômage partiel quand vous avez financé les heures supplémentaires, ça, vous n'en parlez pas. Et les banques familiales qui financent les PME, ça nous intéresse, on peut le regarder, et une véritable décentralisation aussi, qui est tout à fait importante. Donc, oui, la recherche, l'éducation doivent être un élément majeur. Et vous le savez, je vais revenir sur l'éducation primaire, mais François Hollande propose ce système de sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie, qui veut dire simplement que nous aidons chacun, dans son projet particulier, de pouvoir progresser dans le choix du métier qu'il a réalisé, ou bien changer de métier tout au long de sa vie, et ne pas attendre un licenciement, parfois 2 ans de chômage, avant d'avoir droit, enfin, à une formation. Je crois que c'est essentiel pour la compétitivité de notre économie, mais c'est essentiel socialement si on souhaite que chacun puisse se tenir debout en ayant un emploi, pouvoir progresser et vivre véritablement convenablement. Donc, pour nous, tout cela est essentiel pour redresser économiquement notre pays. Face à cela, quelle est la proposition de notre principal adversaire? Malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il y a un cap de redressement. On a l'impression qu'on va continuer la politique telle qu'elle a été faite ces derniers mois. Vous la connaissez. La France, mais cela a été le modèle porté par Mme Merkel et M. Sarkozy, qui a quand même beaucoup lâché. Le modèle, ça a été de dire qu'il faut essentiellement réduire les déficits et la dette. Nous le disons aussi. Nous ne pouvons pas laisser à nos enfants ces déficits et cette dette. Mais il y a une différence totale d'analyse entre ces pays conservateurs, ces dirigeants conservateurs, qui ont dit pour cela, il faut une politique d'austérité, et nous sommes au 3e plan d'austérité en France, réduire les dépenses publiques, réduire le nombre de fonctionnaires. En Grèce, on en est arrivé à supprimer des mois de salaire, des mois de retraite. Et la situation, et c'est ce que nous avions dit, au lieu de garantir, de réduire à la fois les déficits publics et à la fois le déficit de croissance et d'emploi, eh bien la Grèce aujourd'hui a une situation bien pire qu'avant ces cures d'austérité qu'on lui a faites, puisqu'elle est en profonde récession, puisque sa dette publique s'est accrue de 250 à 350 milliards, parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de rentrée fiscale, et puis surtout la crise sociale que vous connaissez est absolument dramatique. Et nous disons, ce n'est pas comme ça qu'il faut y aller. Et je dirais que nous avons presque une chance en France avec la politique qu'a menée Nicolas Sarkozy, c'est que nous avons des marges de manœuvre. Nous avons des marges de manœuvre car nous pouvons supprimer beaucoup des avantages fiscaux qu'il a apportés pour pouvoir financer une relance ciblée et du pouvoir d'achat et de la consommation et aussi de l'investissement, notamment dans les petites et moyennes entreprises, mais aussi aménager à nouveau, sous des formes qui peuvent être différentes, nos services publics qui ont été beaucoup abîmés, je pense à l'éducation évidemment, pendant ces 5 dernières années. Alors ce qui est intéressant dans cette campagne, dans le fond, c'est que le président sortant découvre un certain nombre de nos propositions. Et lorsqu'il a présenté sa candidature, il nous a d'abord annoncé qu'il allait verser 1 000 € à chaque salarié français. Ça nous a rappelé quelque chose parce que déjà, il y a 1 an et demi, il avait annoncé qu'il allait donner 1 000 € à chaque salarié. Le lendemain, il avait dit à ceux des grandes entreprises. Le surlendemain, aux grandes entreprises qui ont fait les bénéfices, et finalement, personne n'a rien eu. Bon. Donc là, il remet ça sous une autre forme. Il dit, je vais supprimer la prime pour l'emploi, donc ça veut dire déjà qu'il y a beaucoup de gens qui touchent la prime et qui ne vont plus la toucher, et puis je vais donner 1 000 €. 1 000 € à 7 millions de personnes, ça fait 7 milliards, si on calcule bien. Il dit qu'il a 4 milliards, déjà il y avait un truc qui n'allait pas là-dedans. Et puis finalement, vous vous rendez compte que plus personne n'en parle, quoi. Ça a été sa grande annonce de la soirée, de l'annonce de sa candidature, qui n'était pas une surprise. Plus personne n'en parle, on n'y croit plus, on ne croit pas. Ensuite, il a dit,
j'ai découvert quand même des choses incroyables, ces stock options qu'on donne, ces retraites chapeau, y compris à des patrons qui ont mis leur entreprise en difficulté. Nous, on a dit, mais oui, on a d'ailleurs déposé un certain nombre de propositions de loi venant du groupe socialiste. L'UMP a toujours voté contre. Et maintenant, Monsieur le Président, vous allez le faire demain. C'est-à-dire que, dans le fond, le candidat Sarkozy cognait le président Nicolas Sarkozy en expliquant qu'il n'avait pas fait ce qu'il devrait faire et qu'il ferait demain ce qu'il n'a pas fait hier. On a du mal à y croire. Ça, et les Français surtout aussi, hein, et je les comprends véritablement. Donc, tout cela est peu à peu oublié, et nous sommes revenus donc sur, comme je le disais tout à l'heure, sur une campagne qui porte surtout sur la recherche de boucs émissaires. Mais nous continuons, et nous disons, oui, il peut y avoir cette relance ciblée, par exemple en augmentant l'allocation de rentrée scolaire de 25% dès la rentrée, en ayant des tarifs sociaux pour l'eau, l'électricité, en bloquant les prix de l'essence, en encadrant les loyers, parce que si on ne peut pas augmenter de manière forte immédiatement les salaires, on peut réduire un certain nombre de dépenses contraintes des ménages. Et puis faire cette grande réforme fiscale qui doit nous amener à remettre la justice partout. Nous sommes aujourd'hui dans un pays incroyable. Les grandes entreprises payent 8% d'impôts sur les sociétés en moyenne, quand les petites, les moyennes payent 33%. Tout ça parce qu'il y a des niches fiscales. Eh bien, figurez-vous que là aussi, le président sortant les a découverts. Il en a parlé dans le débat face à Laurent Fabius, il y a quelques jours. Il a dit, vous vous rendez compte, les grandes entreprises payent beaucoup moins que les petites. On dit, bah oui, ça fait quand même 4 ans qu'on le répète. Et c'est grâce à vos niches fiscales. Je vais y remédier. C'est ça. Nous en sommes absolument convaincus. Donc là aussi, découverte. Les Français. Et là aussi, il nous dit, j'ai augmenté de manière importante les prélèvements sur le capital. Oui, c'est vrai que les prélèvements sur les dividendes ont été augmentés. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'avant, les dividendes étaient dans le cadre de l'assiette de l'impôt sur les revenus et que les dividendes payaient le même impôt que les salaires. Quand vous aviez des dividendes, eh bien, vous payez à la tranche de 45%, si vous étiez à 45%. Aujourd'hui, on est à 19% en France. Donc oui, ils l'ont monté de 15 à 19, mais enfin, on n'est pas à 45. François Hollande dit avec les socialistes, eh bien, nous ferons en sorte que les revenus du capital payent exactement les mêmes revenus que les revenus du travail, que les stock options et les bonus aussi. Et de même, payent les mêmes cotisations sur les retraites. Rien que ça rapporte 2 milliards par an. Parce qu'il n'y a rien de plus normal que tous ces revenus eh bien, soient traités de la même manière. Comment peut-on aussi avoir justifié cette réforme de l'impôt sur la fortune qui a été réalisée il y a moins d'1 an, qui a coûté 2 milliards au compte public. Et moi, je le dis toujours, 2 milliards par an, cette réforme de l'ISF, et quand on supprime un fonctionnaire sur 2, ça rapporte, entre guillemets, 500 millions d'euros par an. Vous vous rendez compte? On est en train de casser l'école, de casser la police, la magistrature, casser l'hôpital public pour un montant par an qui est 4 fois moins important que ce que nous a fait perdre cette réforme de l'impôt sur la fortune. Il est vraiment temps de retrouver la République et de remettre la France à l'endroit. Je crois que c'est vraiment cela qui nous attend aujourd'hui. Et cette grande réforme fiscale, elle est majeure parce que qu'on parle des revenus ou qu'on parle du patrimoine, il faut tout simplement que chacun paye selon ses moyens. Voilà exactement ce que nous demandons. De la même manière, pour les collectivités locales, nous ferons en sorte qu'elles retrouvent de l'autonomie, mais qu'il y ait aussi une péréquation, parce que c'est ça la République, pour que les régions riches, les collectivités riches puissent aider les régions et les collectivités pauvres. Voilà donc la réforme fiscale que François Hollande propose, qui va à la fois remettre de la justice et redonner du pouvoir d'achat à certains, et en même temps nous donner des marges de manœuvre pour pouvoir réaliser une véritable politique d'égalité. L'égalité, c'est le cœur même de cette campagne. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, peut-être simplement dire les principaux éléments, et en particulier l'éducation. L'éducation, c'est fou de penser que la France a abandonné son système d'éducation nationale, parce que c'est cela qu'il faut dire. Non pas que tout ait été parfait, il fallait sans doute refonder l'école, à un moment où tous les enfants
n'ont pas les mêmes règles en rentrant, n'ont pas le respect de l'enseignant, ont du mal à tenir sur place, ont du mal à acquérir un certain nombre de connaissances. Mais au lieu de réfléchir ensemble à une formation des enseignants, on l'a supprimée. À des nouvelles méthodes pédagogiques, à des nouveaux rythmes scolaires, on a tout réduit, considérant que quand un enfant est en difficulté, eh bien on va réduire le champ de ce qu'on lui apporte. Alors que nous pensons au contraire qu'il faut donner à chacun la possibilité de s'ouvrir à tout et que c'est à nous de nous adapter à chaque enfant par la pédagogie, par les rythmes scolaires, par tout simplement l'intelligence des enseignants qui doivent rester dans un corps dirigé bien évidemment par l'État, par des programmes nationaux, mais qui doivent pouvoir mettre leur intelligence à la réponse à apporter à chaque enfant. C'est un grand chantier que François Hollande a lancé, qui a annoncé à la fois 60 000 postes dans l'éducation nationale, des enseignants, surtout là où on en a le plus besoin, mais aussi des psychologues, des médecins, parce qu'il faut arrêter de demander aux professeurs de régler tous les problèmes de la société. Déjà, enseigner, permettre à chaque enfant non seulement d'acquérir des connaissances, mais de se faire son jugement, de devenir un citoyen, de respecter des règles, de s'ouvrir, je dirais aux autres, ça c'est le métier de l'enseignant, et le libérer d'autres tâches, les enfants en difficulté, des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux qui doivent être accompagnés autour d'eux. Voilà le sens de ces 60 000 postes. Je crois que c'est une vraie refondation de l'école que l'on doit réussir avec les enseignants. Pour moi, c'est le plus beau métier, c'est celui de la République, c'est celui qui donne à chaque enfant la même chance de réussir, et c'est au cœur du programme de François Hollande qui a fait de la jeunesse la priorité absolue de son projet. Et nous le ferons, et c'est déjà commencé. Et puis, bien sûr, l'accès aux soins, l'accès à la santé. Et là, je parle devant des Français ou des Franco-Marocains installés à l'étranger, provisoirement ou de manière plus longue. Et vous savez, vous, combien votre système de protection sociale est extrêmement difficile à comprendre. J'ai été ministre de la Santé, j'ai créé la 3e catégorie dans le système de la Caisse des Français de l'étranger, mais je dois dire que parfois je suis moi-même un peu perdue, et j'imagine ce que doit être le labyrinthe pour beaucoup, pour essayer d'avoir un minimum de protection sociale qui est quand même absolument essentiel pour soi, pour ses enfants, quand on est installé à l'étranger. Mais il faut le savoir, en France aussi, les reculs sont considérables. Quand le forfait hospitalier est passé à 18 € par jour, des gens qui hésitent aujourd'hui à se faire opérer. Quand vous devez rester 15 jours à l'hôpital, eh bien c'est un demi-SMIC. Que fait la famille pendant ce temps-là? Comment paye-t-on le loyer? Comment paye-t-on l'alimentation? Voilà les questions qu'on peut se poser. Le reste à payer est de plus en plus élevé. Dans beaucoup de villes et de grandes villes, il n'y a plus l'hôpital public ayant été tellement restreint ces dernières années, alors que c'était vraiment la fierté du système de santé, non seulement de la France, mais nous étions premiers européens, premiers mondiaux en matière de recherche, en matière de développement. L'hôpital public a été restreint et aujourd'hui, très souvent, il faut attendre 10 mois, 11 mois pour avoir un rendez-vous en ophtalmologie, par exemple. Et quand on se tourne vers le secteur privé, eh bien, il est en secteur 2, c'est-à-dire non remboursé par la sécurité sociale en entier, et il pose un problème d'accès aux soins à notre population. Je donne ces exemples, ils sont concrets, mais parce qu'il y a un recul de l'accès aux soins en France, malgré la couverture maladie universelle, que je suis fière d'avoir mis en place, parce qu'on a réduit aussi les avantages de cette couverture maladie universelle. Alors, dans tous ces domaines sur la justice, je pourrais parler, au-delà du logement, par exemple, où François Hollande s'est engagé finalement sur les engagements de la Fondation Abbé Pierre. Créer 150 000 logements sociaux par an, des vrais logements sociaux, 500 000 logements dans l'année, environ avec 3 tiers, 1 tiers de logements sociaux, 1 tiers d'accession sociale à la propriété, 1 tiers de logements privés.
Ça se fait, c'est ce que je fais dans ma ville. Et je peux vous dire que quand on fait ça dans un quartier, et que tout d'un coup, y compris dans le même immeuble, vous avez du privé, de l'accession sociale et du social, eh bien les enfants vont tous dans la même classe, ça change complètement les choses. On apprend à vivre ensemble, on apprend à se connaître. Et moi, je suis vraiment convaincue que si on veut construire une autre société, il faut d'abord construire des villes où on se mêle, où on se mélange, quelle que soit la catégorie sociale, l'âge, la culture. Et que c'est comme ça qu'on crée le vivre ensemble. C'est vraiment le projet qui est le nôtre pour l'urbanisation de notre pays et pour la réponse à cette nécessité d'avoir des logements. En attendant, encadrement des logements partout où il y a des zones tendues, c'est-à-dire notamment dans les grandes villes. Voilà aussi ce que nous souhaitons faire, parce que réellement, aujourd'hui, nous le voyons dans les grandes villes françaises, le loyer atteint parfois 40% des revenus. Comment voulez-vous vivre ensuite lorsqu'il en est ainsi? Donc l'accès au logement. Je voudrais parler de l'accès à la culture parce que pour moi, l'accès à la culture est essentiel. Je pense qu'ouvrir et dès le jeune âge, d'où l'éducation artistique, ouvrir l'intelligence théorique des enfants est formidable, mais aussi la sensibilité l'est encore plus. Découvrir la musique, jouer au théâtre, découvrir les cultures du monde, voilà sans doute la meilleure façon très tôt de s'ouvrir aux autres et de partager les émotions, ce que nous apporte véritablement la culture. Et puis nous le savons, je le dis, la crédibilité sur la sécurité a changé de camp. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les élus, et particulièrement les maires, et les maires de gauche, nous avons pratiquement une grande partie des grandes villes, qui gérons la sécurité. Non pas que nous voulions la gérer, car c'est une tâche de l'État, c'est une tâche régalienne, mais quand Nicolas Sarkozy, vous vous rappelez qu'il avait fait sa campagne sur la sécurité, a supprimé 12 000 postes de policiers, a supprimé la police de proximité, n'a pas augmenté le nombre de magistrats, a laissé les tribunaux dans l'état où ils sont, a fait voter, je crois, 11 lois sur la sécurité, qui ont un véritable problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Eh bien, aujourd'hui, la sécurité est un véritable échec en France et inutile d'en faire l'amalgame avec les étrangers ou avec les Roms dans cet affreux discours de Grenoble qui nous a fait montrer du doigt par l'ensemble du monde. Personne n'y croit plus. Ce n'est pas cela la véritable réponse. Alors, oui, dans tous ces domaines, il y a un volet qui nous permet de parler aussi aux Français de l'étranger. Je pense par exemple aux frais d'inscription aujourd'hui dans l'enseignement français à l'étranger. Bon, il y a eu effectivement cette gratuité dans les lycées, décidée brutalement, qui, évidemment, tous ceux qui ont des enfants au lycée sont contents, mais n'aurait-il pas mieux valu avoir des tarifs différents selon les revenus et pouvoir réduire la part des frais d'inscription qui atteignent parfois 500 € par mois. Je ne connais pas d'école privée qui demande autant dans beaucoup d'endroits. Si nous voulons défendre la France, il faut défendre la francophonie. Et je crois que les Marocains ont une chance extraordinaire, c'est qu'ils ont 3 langues. Et que notamment ils ont l'arabe et le français, et que c'est un moyen formidable aussi pour pouvoir réussir dans ce qu'est aujourd'hui un développement économique qui dépasse les frontières. Et nous devons reprendre ce combat de la francophonie, qui passe bien évidemment par la politique culturelle, qui a été moins abandonnée ici qu'en Afrique noire ou que dans d'autres pays, mais qui passe aussi par la francophonie, par la connaissance de notre culture. Et là, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Et là aussi, nous avons des propositions qui ont d'ailleurs été largement inspirées de ce que nos amis des associations des Français de l'étranger nous ont proposé. Enfin, donc vous voyez, remettre la justice partout, c'est pour nous absolument essentiel. Parce que c'est le projet, ça a toujours été la mission des socialistes, mais parce que nous pensons aussi qu'une société qui n'est pas juste est une société violente, est une société qui a des coûts indirects considérables, et puis une société où véritablement on a beaucoup de mal à vivre ensemble, et la République française, c'est pas cela. Et c'est pour ça que François Hollande, malgré la difficulté de la campagne, la dureté des attaques dont il fait l'objet, dont nous faisons l'objet, a décidé de rassembler les Français autour de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire la République,
l'égalité dont j'ai parlé, il n'y a pas de liberté sans égalité. La solidarité, j'en dirai un mot, mais aussi, bien sûr, la laïcité, quand on voit comment elle est remise en cause aujourd'hui, encore, par l'équipe du président sortant. Et puis, j'en terminerai là, mais c'est pour moi essentiel. Et je crois, j'ai fait ces 2 dernières années à la tête du Parti socialiste un tour de France, et notamment, nous étions allés rencontrer les Français, non pas les militants, les sympathisants, autour de l'idée « la France qu'on aime ». Au moment où l'équipe du président sortant lançait l'identité nationale, eh bien, j'avais été très heureusement, je n'allais pas dire surprise, parce que je le voyais dans ma ville, du fait que les Français étaient fiers de notre pays quand ils portent haut ces valeurs, et au contraire étaient très déçus quand ils se repliaient sur lui-même. Et j'ai vu combien la solidarité, la fraternité pouvaient être portées haut dès lors qu'on la proposait. Et je regrette de dire que ce que je reproche peut-être le plus au président sortant, en dehors des injustices, de ne pas avoir utilisé les atouts de la France, c'est d'avoir tenté de diviser les Français au lieu de les rassembler autour de nos valeurs. Et je crois que ça, c'est essentiel. C'est ce que fait François Hollande aujourd'hui. Alors, redonner sa place à la France, celle qu'elle n'aurait jamais dû perdre, c'est bien évidemment d'abord, et ça a été le courage de François, de dire tout de suite non à l'Europe, à ce traité Sarkozy-Merkel, qui n'est qu'un chantage pour dire si vous voulez être aidé par l'Europe, vous devez accepter de rentrer dans un contrôle budgétaire et financier qui impose les plans d'austérité qui ont été imposés à l'Europe. Nous disons oui, il faut réduire les déficits, mais aussi ceux de croissance et d'emploi. Et croyez-le bien, quoi qu'en disent les gouvernements conservateurs, et vous avez vu qu'ils s'étaient un peu ligués contre nous-mêmes, contre François Hollande. On dit avec François d'ailleurs, tiens, c'est intéressant, c'est la première fois que des conservateurs viennent en aide à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire à quelqu'un en difficulté. Voilà, d'habitude, ils n'ont pas tant de solidarité. Et ça nous conforte peut-être dans le fait qu'il ne va pas très bien. Bon, en tout cas, ce n'est pas étonnant que les conservateurs défendent et soutiennent les conservateurs. Nous travaillerons avec tout le monde. Et moi, j'en suis convaincue aujourd'hui, pour travailler beaucoup avec nos camarades du Parti socialiste européen, et même avec des gouvernements qui ne sont pas de notre tendance politique. Tout le monde attend le 6 mai, car chacun sait que cette politique d'austérité est une politique qui mène au mur l'Europe. Et que s'il y a eu un président de la République, et s'il y a un président de la République français qui tape du poing sur la table et qui dit on va renégocier ce traité pour ajouter la croissance et l'emploi, la préparation de l'avenir à la réduction des déficits, eh bien je suis convaincue non seulement que nos amis vont le soutenir, parce qu'on ne leur fera plus le chantage, si tu ne nous soutiens pas, on n'aidera pas ton pays, mais qu'il y aura d'autres pays qui viendront derrière nous pour redonner une nouvelle direction à l'Europe. Ça, c'est essentiel et c'est véritablement le premier point. Ensuite, la voix de la France dans le monde, je dirais que lui impose de prendre un certain nombre de décisions. Nous l'avons dit depuis longtemps avec le Parti socialiste, nous voulons par exemple que nos troupes reviennent d'Afghanistan avant fin 2012. Parce que cette présence militaire ne s'impose plus. Notre présence militaire ne réussit à rien. Vous avez vu que les réussites ont été essentiellement celles des services des secrets qui ont permis d'attraper Ben Laden. Il faut être présent diplomatiquement, il faut être présent politiquement, il faut aider la population afghane et notamment les femmes qui se battent. Mais ce n'est pas en donnant l'impression d'être une troupe d'occupation que nous le ferons, c'est en allant aider sous d'autres formes l'Afghanistan et c'est de continuer à travailler notamment dans cette région avec le Pakistan, avec les pays voisins, si nous voulons continuer à lutter contre le terrorisme. Nous avons déjà préparé la façon dont nous ferons revenir nos troupes d'ici fin 2012. Pour prendre un autre exemple, nous aurions aimé que la parole de la France soit plus forte récemment au Conseil de sécurité pour reconnaître un État palestinien. Ça a toujours été la position de la France. Et sur ce sujet, le Parti socialiste, et nous l'avons fait,
Et ces débats n'étaient pas faciles en notre sein, mais nous avons pris cette position en disant reconnaissance d'un État palestinien, reconnaissance bien sûr de l'existence de l'État d'Israël et de la possibilité pour cet État de vivre en sécurité. Voilà ce que doivent être deux préalables pour qu'ensuite on parle de l'arrêt des colonisations, du statut de Jérusalem, du retour des réfugiés. Mais prenons d'abord ces décisions. Là aussi, la voix de la France n'a pas été entendue, n'a pas été prépondérante. Je voudrais revenir quelques instants sur le printemps arabe. C'est vrai que le choix qu'avait fait le président sortant, vous me suivez là, vous voyez de qui je parle, parce que je ne le cite pas, mais vous voyez quand même de qui je parle. Voilà. En lançant l'Union pour la Méditerranée, comme toujours, pour lui, il voulait lancer sa chose. C'était lui qui devait lancer l'Union pour la Méditerranée. Il n'a pas voulu que les Allemands viennent, il n'a pas voulu que les autres pays européens, seulement ceux qui étaient autour de la Méditerranée pour que ce soit son projet. Et pour appuyer de l'autre côté de la Méditerranée, il a appelé ses amis. Vous les connaissez, M. Kadhafi, M. Moubarak et M. Ben Ali. Avec ça, on était bien parti pour créer, parce que quand même l'union de l'Europe et de la Méditerranée, c'est bien sûr du développement économique, mais c'est aussi un partage de valeurs. Un partage de valeurs, la démocratie, l'égalité. C'est pour cela que nous voulons, sur nos deux continents, nous qui ne croyons pas à la fatalité ou qui ne croyons pas aux forces mécaniques du marché, mais à la volonté des hommes et des femmes, il faut d'abord s'appuyer quand même sur ceux qui portent les mêmes valeurs que nous. Alors évidemment, vu comme ça, l'Union pour la Méditerranée était vouée à l'échec. Il faut la reprendre, d'autant plus que ce sont deux Marocains qui se sont succédés à la tête du secrétariat général à Barcelone. Il faut la reprendre, l'élargir et puis faire enfin des choses concrètes. Arrêter d'en parler, de faire des coups. Et il y a beaucoup de projets très intéressants sur la table et il va falloir avancer. C'est sans doute la raison pour laquelle la France a mis tant de temps à réagir à ce que l'on a appelé les printemps arabes. Moi, je dois dire que nous avons reçu au Parti socialiste, je l'ai invité immédiatement, le chef de l'opposition, notre camarade Ben Jaffar, qui est venu dès le début de la révolution tunisienne, venir nous expliquer ce qui se passait. Et dès le début, nous avons dit, nous allons vous aider pour organiser des élections, pour préparer une presse libre. Bref, nous étions heureux de voir ce mouvement, qui était en plus, comme je le disais tout à l'heure, un mouvement pacifique. La France, vous l'avez vu, alors il y avait, semble-t-il, quelques amitiés, voilà. Bon, n'a pas parlé. Nous aurions dû être un des premiers pays à sauter de joie par rapport à cela. Nous ne l'avons pas fait. Alors, certes, et nous l'avons salué d'ailleurs, nous sommes intervenus en Libye. Mais là aussi, avec ce qui se passe en Syrie, on attend là aussi une parole peut-être plus forte de la France, même si, je le reconnais, c'est très compliqué aujourd'hui de faire changer d'avis à la Russie et à la Chine, mais ce doit nous amener à réfléchir sur une autre façon de fonctionnement des instances internationales pour que lorsqu'il y a un peuple entier qui est massacré par un dictateur, il puisse y avoir une force qui dit « nous allons l'empêcher ». Sa Majesté me disait tout à l'heure quand va-t-on intervenir? Et le Maroc a tenu une politique courageuse en étant rentré au nom de la Ligue arabe au Conseil national, au Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, quand va-t-on agir? Il y a déjà eu des milliers et des milliers de morts. Le peuple continue à être massacré. La seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est un couloir humanitaire. Eh bien non. Il faut véritablement qu'on réfléchisse à cette structuration d'un droit international beaucoup plus puissant qui évite le massacre de ces peuples. En ce qui concerne, j'y reviens quelques instants si vous voulez bien, cette union pour la Méditerranée. D'abord, nous croyons à l'UMA, à l'union du Maghreb arabe. Et je crois que malgré les difficultés, il faut que tous les jours nous disions que l'Algérie et le Maroc doivent réouvrir leurs frontières, qu'il faut effectivement, nous soutenons, la France a toujours soutenu la proposition marocaine de l'autonomie du Sahara occidental, un Maroc régionalisé et qui apporte une autonomie renforcée et plus grande au Sahara occidental. Mais au-delà de cela, on a besoin d'un Maghreb uni qui, avec la Mauritanie, avec la Libye libérée, puisse effectivement être le socle
qui permettra d'aller plus loin et de parler aussi à l'Afrique noire dans cet objectif de Méditerranée élargie. Du côté de l'Union européenne, de la même manière, il faut ouvrir à l'ensemble des pays. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas tarder. Les États-Unis et le Canada travaillent avec l'Amérique du Sud. Eux, ils sont partis d'abord plutôt sur un marché de l'argent-pleur. De même, l'ASEAN fonctionne en Asie. Nous avons nos deux continents, je le disais, c'est cette force commune qui est de penser que ce sont les hommes et les femmes qui forgent la société de demain. Et nous devons ensemble porter des projets. Il y en a déjà beaucoup sur la table. Quelle politique énergétique pour demain? Quand on voit la force, par exemple, du Maroc sur le solaire, sur l'éolienne, quelle politique d'éducation, de formation et de recherche peut-on porter en commun? Comment traiter la politique de l'eau qui, demain, peut être encore au fondement de nouveaux conflits? Comment mettre en place un développement durable? J'ai parlé, par exemple, de l'agriculture tout à l'heure. Comment porter l'enseignement et l'éducation comme une des priorités essentielles qui permettra une mobilité sans risque entre nos pays avec des allers-retours possibles et notamment l'accueil des étrangers en France en abrogeant bien sûr la circulaire Guéant. Voilà tous les sujets sur lesquels nous devons parler et nous devons avancer. Je crois qu'il y a vraiment urgence à cette union, enfin il faudra trouver le terme, de projet en tout cas entre l'Europe et la Méditerranée. Et je voudrais, si vous le voulez bien, en terminer sur la fonction présidentielle. François Hollande le dit tous les jours, il faut évidemment avoir une hauteur de vue, un cap et savoir où l'on mène notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui ce cap est clair. Retrouver les valeurs de la République, s'appuyer sur les atouts de la France pour préparer son avenir et retrouver aussi cette envie de vivre ensemble que les Français ont. Ils sont là dès qu'on les rassemble sur des grands projets. Mais évidemment, quand on leur fait peur, quand ça va mal, ils ont tendance, et c'est normal, à se replier sur eux-mêmes. Mais c'est aussi la conception même de la fonction qui est en cause. Vous savez, je ne vais pas, les journalistes aiment bien le rappeler, ces dernières semaines d'ailleurs, peut-être plus qu'avant, au président de la République, la façon dont il s'est exprimé à plusieurs reprises face à la population, une violence dans le ton, n'a pas permis à sa fonction d'être à la hauteur de ce qu'elle était. Et je suis frappée d'ailleurs de voir comment les Français nous parlent du président de la République. Je ne me permets pas de reprendre ces termes. Mais on ne nous dit plus il faut battre la droite, il faut battre l'UMP. On nous parle en termes violents. Finalement, comme un retour d'une violence que les Français ont ressentie, pour certains parce qu'ils avaient cru à ces promesses et qu'ils ont eu l'impression d'être floués, pour d'autres parce qu'ils ne supportent plus l'humiliation des discours tenus tous les jours, les chômeurs qui ne se lèvent pas tôt le matin, ceux qui touchent le RSA et qui sont des assistés. Vous savez, j'ai rencontré encore un Français, un monsieur de 52 ans, il y a quelques jours, qui me disait « Madame, j'ai commencé à travailler à 16 ans, à 50 ans, mon entreprise a fait faillite, j'étais mécanicien et j'ai tellement recherché un travail que j'ai fait une crise cardiaque. Aujourd'hui, on me dit que je ne peux plus remplir mon métier et je vais tomber, me dit-il, au RSA. Et j'ai vu récemment plusieurs membres de la majorité nous parler d'assister, dire que nous avions les bras ballants, que nous ne voulions pas travailler. J'ai pleuré seul devant mon poste de télévision. L'humiliation. Cette humiliation de ceux qui pensent qu'ils ne sont plus debout dans la société et qu'on les méprise. C'est vers eux que nous devons aller. Moi, je suis tous les jours dans ces quartiers, tous les jours, pour leur dire « Vous êtes des Français comme les autres. » Et vous devez vraiment exister. Et puis, j'en terminerai peut-être parce que je suis maire d'une ville qui a la chance d'avoir accueilli pendant des siècles, oui des siècles maintenant, enfin un siècle et demi, beaucoup d'hommes et de femmes venant de l'étranger, d'abord des Polonais, des Espagnols, des Italiens, et puis beaucoup d'hommes et femmes venant du Maghreb, et chez moi c'est particulièrement des Marocains. Eh bien, je sais ce que cette diversité nous apporte comme intelligence complémentaire. Et je pense qu'il faut toujours faire en sorte que chacun sache d'où il vient, connaisse son identité, et puis, lorsqu'il choisit de vivre dans un pays, en partage évidemment les valeurs qui sont communes. Et je dois dire que dans ma ville, il n'y a pas de difficulté avec aucune
aucun des représentants de ces pays, et encore moins avec la communauté marocaine qui est totalement, je ne dirais pas intégrée, qui est lilloise, tout simplement. Donc je n'ai même pas à me poser la question de savoir d'où viennent les uns et les autres. Et dans le fond, c'est cette société-là que nous rêvons pour notre pays, mais aussi pour le monde, se reconnaître dans nos différences. Et moi, je suis toujours frappée d'entendre parler ces grands chefs d'entreprise qui n'ont de mots que la mondialisation, qui veulent faire passer les capitaux, les produits, qui veulent permettre à tous ceux qui ont de l'argent, bien évidemment, d'aller partout, et qui empêcheraient, à ce qui est l'essentiel quand même dans une société, les hommes et les femmes de circuler. Alors bien sûr, il faut des règles, nous en sommes d'accord, mais acceptons aussi ces mouvements. Et nous proposons avec François Hollande que les étrangers qui viennent sur notre territoire puissent pouvoir vivre librement. On n'arrête pas de les empêcher de vivre. Par exemple, avec des cartes qui puissent, dès qu'ils sont intégrés, ont un métier, passer très vite de 1, 3 à 10 ans. Le regroupement familial, c'est quand même vivre en famille, c'est dans notre Constitution. Vous avez vu que le président sortant a annoncé que maintenant, même les Français qui allaient se marier avec un étranger, qui ont eu le malheur d'aimer un étranger, eh bien, il fallait qu'ils fassent... ils avaient intérêt à lui apprendre le français. Hein. Il faut qu'ils parlent le français, qu'ils travaillent, etc. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Heureusement, c'est contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. Heureusement, j'espère que M. Sarkozy ira vers d'autres... Ah, j'ai dit son nom, vers d'autres projets, mais parce que ça ne sera plus le président de la République. Voilà, parce que tout cela n'a évidemment aucun sens. Nous voulons aussi qu'il puisse y avoir des allers-retours. Parce que dans le fond, quand un étudiant vient en France, lorsqu'il trouve un contrat à durée indéterminée, il doit pouvoir travailler. C'est ce qui empêche la circulaire Guéant que nous abrogerons. Mais s'il a envie, au bout d'un certain temps, de retourner dans son pays, eh bien, il doit pouvoir y retourner avec l'idée qu'il pourra revenir en France s'il le souhaite. Donc il faut cette mobilité et ces allers-retours qui n'existent pas aujourd'hui et qui sont acceptés pour les capitaux et pour les produits. Enfin, sur l'immigration, ah oui, j'ai oublié de dire que le président sortant a promis de réduire de 180 000 à 100 000 le nombre d'étrangers qui rentrent sur notre territoire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis 15 ans, il y a 180 000 personnes qui rentrent chaque année sur le territoire. Ils ont fait voter 11 lois, ils nous ont annoncé d'abord l'immigration zéro, puis l'immigration choisie, puis je ne sais quoi, mais de toute façon, il y a toujours 180 000 personnes qui arrivent. Voilà, parce qu'il y a le droit d'asile, parce qu'il y a le regroupement familial, à moins vraiment de remettre en cause, mais alors c'est ce que la France, enfin c'est aussi le fait que nous ayons adopté, heureusement, des règlements internationaux, donc ce n'est évidemment pas possible. Et en ce qui concerne les étrangers en situation irrégulière, nous l'avons dit avec François Hollande, nous ferons une régularisation comme nous l'avions fait précédemment, sur critères, bien sûr, nombre d'années passées en France, intégration, enfants scolarisés. Et c'est l'occasion pour moi pour dire que je pense que si les Français aujourd'hui ne croient plus à ce discours, c'est les étrangers qui vous prennent, je ne sais pas quoi, vos emplois, qui vous entraînent la baisse, enfin l'accroissement du déficit de la sécurité sociale, tout ça, les gens n'y croient pas. Et il y a un réseau qui a été formidable et qui a permis de faire prendre conscience, c'est le réseau d'éducation sans frontières. Moi, j'ai été dans ma ville. Nous avons été les premiers à faire les parrainages. Nous avons énormément d'enfants d'étrangers en situation irrégulière qui sont scolarisés. Et j'ai été extrêmement touchée. Lorsque nous avons fait les premiers parrainages, je crois qu'il y avait 170 enfants. On a fait un appel aux Lillois. Eh bien, la mairie, Gilles Pargnot, qui est maire de la commune voisine et associé, s'en souvient, la mairie n'était pas assez grande. 3000 personnes sont venues pour parrainer ces enfants. Et dans le fond, ils ont eu le réflexe que tout le monde devrait avoir. Ces enfants, ce sont les nôtres, ce sont les amis, les copains des nôtres. Ils sont assis sur les mêmes bancs de l'école. Ils ont envie de continuer à vivre ensemble. Eh bien, nous allons les aider. Et il y avait, et ça m'a beaucoup intéressée, dans cette salle, évidemment, beaucoup d'hommes et de femmes de gauche, mais aussi
d'hommes et de femmes qui ne partagent pas obligatoirement nos idées. Et c'est là où je me dis, et je me suis toujours dit d'ailleurs, parce que je n'ai jamais fait de la politique autrement, il ne faut jamais reculer sur ces valeurs. Il faut toujours porter haut les valeurs auxquelles nous croyons. Et les Français, en règle générale, quand on fait cela, ils sont au rendez-vous. Et c'est comme ça que j'espère qu'ils seront évidemment au rendez-vous du 22 avril et du 6 mai. Voilà, simplement ce que je souhaitais vous dire. François Hollande sera à la fois un président qui a un cap et qui sait où il va, mais il sera aussi un président qui gardera la proximité avec les Français. C'est vrai que quand on est maire de Neuilly, ça n'aide pas. Il vaut mieux venir de Corrèze ou de Lille. Mais bon, je ne veux pas faire d'attaque contre Neuilly. Mais quand même, quand on entend certains propos, on a l'impression quand même que la France telle qu'elle est méconnue. En tout cas, sachez, et j'en terminerai par là, que l'image de la France dans le monde, c'est pour moi essentiel, parce que moi je suis fière d'être française, d'être républicaine, fière aussi d'être de gauche, parce que je crois que nous portons loin la République. Lorsque nous arrivons à réaliser ce que nous souhaitons, eh bien, je voudrais aussi vous dire que vous êtes les meilleurs représentants de la France dans ce qu'elle a de plus fort, partout où vous êtes. Et en l'occurrence, comme lien, comme passerelle entre la France et le Maroc, puisque vous êtes aujourd'hui pour certains au Maroc pour une période temporaire, pour d'autres résidents depuis plus longtemps. Et je vous le dis aussi, j'en ai parlé avec François avant de partir, nous voulons que les Français présents à l'étranger soient beaucoup plus impliqués dans la réflexion que nous aurons dans la coopération avec ces pays. Nous aurons besoin de vous aussi pour être plus percutants dans les propositions que nous allons faire dans ces coopérations. Voilà, j'ai parlé peut-être déjà trop longtemps et j'aurais pu dire beaucoup d'autres choses. Je voudrais simplement vous dire que pour moi, c'est un vrai bonheur de penser que la France va peut-être retrouver ses couleurs, que la France va peut-être être à nouveau enviée comme un pays qui donne l'exemple, et j'espère que nous allons le donner rapidement, et puis tout simplement que les Français vont pouvoir vivre mieux, ainsi que tous ceux, Français ou non, qui sont sur notre territoire. Le droit de vote des étrangers aux élections locales est dans cette, tout simplement dans cette lignée. Je crois être une des premières à l'avoir défendu dans notre parti, parce que je pense réellement qu'on est citoyen quand on prend part à la vie locale, on doit être français quand on vote la loi, bien évidemment, quand on élit le président de la République, et quand je pense qu'on nous a expliqué, il y a quelques jours, que si on faisait cela, on serait obligé de manger tous de la viande halal. Je dois dire que par moment, si ce n'était pas si triste, effectivement, on en rirait. J'ai quand même rappelé au ministre qui nous a sorti cela que nous avions déjà beaucoup d'élus musulmans dans nos conseils municipaux et que moi, il ne m'avait jamais demandé d'imposer la viande halal dans ma ville. Mais peut-être aussi à Neuilly, n'a-t-on pas l'habitude de voir cela. Tout cela pour dire que laissons de côté ces carabistouilles pour parler de l'essentiel, l'avenir de notre pays. Et je sais qu'on pourra compter sur vous. Merci.